Je regardais le pacing à Fred, là, ça va parler de militaire un peu, puis ça va parler de... J'imagine que tu as suivi l'histoire de Anthropique, puis t'as-tu regardé ça un peu? America, fuck yeah. America! Ouais, ça va être notre temps. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Je l'avais vu au cinéma. Ouais, moi aussi. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur l'IA. Dans cet épisode, on tourne à notre formule. Mes amis sont en studio avec moi. Là. C'est pas mal ça, le planning aujourd'hui là, pour jaser de ce qui nous passionne au programme actualité, chronique libre. Et je vous dirais que ça trépigne d'envie de jaser d'IA. Là, je regardais le programme qu'on m'a promis. Ça va être bon, ça va être lourd, ça va être fort. Ils sont trois avec moi aujourd'hui. D'abord, Marie-Ève Vachon-Savary est là. Bonjour Marie-Ève. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va très bien. Semaine de lecture ici, c'est tranquille. On en profite. C'est vraiment mort, hein? Ouais, mais on en profite pour réfléchir. Ah, réfléchir. Tranquillement. Tranquille. Puis comment avance la littératie numérique à l'Université Laval, à bon rythme? Je pense que oui. Les discussions sont riches et profondes. Bon, c'est l'année de la littératie numérique à l'Université Laval. On va voir qu'est-ce qui reste de tout ça à la fin de l'année. Frédéric Plamondon est là aussi. Bonjour Fred. Salut, ça va? Oui, gros programme. Est-ce qu'on réserve notre après-midi pour l'enregistrement ou... Une bonne partie de l'après-midi. Okay. Ouais, c'est ça. Oui, dans les médias, c'est stimulant, c'est peu dire. Et la troisième, Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Salut à vous tous. Bien content que tu sois là. Tu sais, tu as constaté que le militaire s'est invité dans l'actualité. Bien hâte de t'entendre là-dessus, Sylvain. Je suis euphorique. Tant mieux. J'ai hâte d'entendre ça. OK, on y va. Premier tour de table. De quoi avez-vous envie de nous jaser? On va y aller dans l'ordre de présentation. D'abord, Marie-Ève. Marie-Ève, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Oui, une première chronique qui est finalement très alignée à ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire corriger, parce que conseillère pédagogique depuis quelques années, mais je dirais chargée de cours de carrière. Donc, j'ai repris une charge de cours cet hiver. Donc là, je suis semaine de lecture, c'est une semaine de correction. On devrait la réintituler, la semaine de correction. Tout à fait. Donc, j'ai mes journées de CP, puis le soir, j'ai mes soirées de correction. Puis c'est drôle parce que, évidemment, corriger, ça implique de commenter. Donc, j'ai un très gros groupe cet hiver, 94 étudiants. Donc, je passe à travers des copies de textes écrits, puis je formule des rétroactions, des commentaires. Puis, il y a une infolette de Philippe Hardman. Je pense que j'ai souvent référé à des publications de Philippe Hardman ici qui portaient récemment sur une petite étude très empirique qu'a fait une équipe du MIT Media Lab qui est rattachée à l'Institut des technologies du Massachusetts, qui portait sur la génération automatisée de rétroaction par des systèmes d'IA. Puis en fait... la magie. C'est ça. Puis la magie, y a-t-il de la magie? Puis surtout, quel est le coût caché de systématiser ou d'automatiser la génération de rétroaction? Parce que c'est sûr que c'est une des promesses qu'on entend beaucoup dans le monde de l'éducation. On sait que, et depuis longtemps, que le fait de recevoir des rétroactions fréquentes, c'est un facteur de réussite. Oui, donc évidemment, on sait, en tout cas ceux parmi nous qui enseignent, savez que c'est très chronophage de formuler fréquemment des rétroactions très ciblées, personnalisées, qui vont aider. Souvent, on a l'impression que c'est pas lu, c'est pas... En plus, oui. On fait ça... Il y en a plusieurs qui perdent leur temps. Là. Nous autres, on perd notre temps à en faire, en tout cas. Oui. Alors, sauf quand toutes c'est ces bien questions-là fait, se posent. Donc, une des promesses de l'IA, c'est de permettre, parce que ça automatiserait cette tâche-là, de fournir aux personnes étudiantes des rétroactions plus fréquentes. Et la question qu'on pose souvent pour ça, c'est est-ce que les systèmes d'IA sont en mesure de
formuler d'aussi bonnes rétroactions qu'un humain le ferait. L'étude du MIT pose la question sous un tout autre angle, et c'est ce que Philippa Hardman rapporte, puis souligne comme étant elle aussi la question qu'elle trouve beaucoup plus porteuse, c'est-à-dire, est-ce que le fait que la rétroaction provienne d'un système influence différemment, d'un système d'IA, donc soit automatisé, influence différemment la manière dont les personnes étudiantes y réagissent que lorsqu'ils reçoivent des rétroactions qui ont été formulées par un humain. Ben oui. Alors, ce qu'ils ont fait comme petite expérience dans un cours de programmation créative, là, demandez-moi-en pas plus sur ce que c'est exactement de la programmation créative, mais c'était un cours de programmation avec des étudiants en informatique. Ils ont formé 2 sous-groupes. Tous les étudiants recevaient des rétroactions générées automatiquement par un système d'IA, mais la moitié du groupe avait comme information que les rétroactions étaient automatiquement générées, et l'autre moitié avait comme information que c'était des auxiliaires qui rédigeaient les rétroactions. Puis dans la espèce d'interface, ils avaient même modifié un petit peu le comportement du système quand les étudiants, le groupe qui pensait recevoir des rétroactions humaines, les 3 points sautaient plus longtemps. Il y avait comme un temps plus humain avant que la rétroaction soit transmise à l'étudiant. Les étudiants qui pensaient fonctionner, fait qu'on leur joue un tour. Là. On leur joue un tour. On dit pas que c'est pas un prof, puis on regarde, si on leur dit pas que c'est pas un prof puis que c'est de l'IA, ils aiment-tu plus ça? En fait, ce qui est super intéressant comme résultat, c'est que les 2 groupes ont trouvé les rétroactions utiles également. Dans les faits, ils ont tous reçu les mêmes rétroactions parce que toutes les rétroactions étaient identiques, formulées par le même système. Les étudiants qui croyaient que la rétroaction était rédigée par un humain se sont engagés davantage dans les tâches, ont passé plus de temps sur les modules, incluant les derniers modules, donc l'effet perdurait dans le temps. On produit davantage de travail, donc leur production, ce qu'ils ont fourni était plus important, puis donc l'engagement était durable. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant parce que ça vient finalement renforcer des connaissances qui datent, toute la question du lien, de la relation pédagogique, l'engagement, la motivation qui repose l'engagement du beaucoup. prof, là, on dit c'est des commentaires de l'auxiliaire. Imaginez si on avait dit c'est le prof lui-même là, qui est là, qui est effectivement. Du autres, son statut qui te fait des commentaires. Oui, puis on entend, c'est pas récent, mais c'est cette question-là de la place de l'humain. Ne jamais négliger l'importance du lien humain, même si on utilise des systèmes d'IA, etc. Donc, l'étude met en lumière que la réaction, il y a un impact comportemental quand on pense que c'est un humain qui a mis du temps pour fournir des commentaires. Moi, ça me réconforte sur les heures que je passe à formuler des commentaires, à essayer de les ancrer dans ce que l'étudiant a proposé. Puis, ce qui ressort de plus largement, pas uniquement de l'étude du MIT, mais de toute la littérature sur le sujet, c'est que les étudiants semblent distinguer 2 types de tâches. Certaines tâches pour lesquelles le fait de recevoir des rétroactions automatisées ne pose pas d'enjeu. Quand c'est des tâches à plus bas niveau d'engagement ou d'investissement, par exemple sur la langue, la grammaire, etc. Donc, ils sont plus fonctionnels. Dans ce cas-ci, leur engagement sera moins influencé par le fait que c'est un système qui automatise les rétroactions versus un humain. Par contre, lorsque ce sont des tâches là, à portée identitaire professionnelle, où il y a un fort engagement de l'individu, où il y a plus d'incertitude, où l'étudiant se place comme dans une position de vulnérabilité en proposant quelque chose de peut-être plus inédit ou créatif, là, dans ces situations-là, il y a vraiment un besoin, ou en tout cas le fait qu'un humain leur fournisse de la rétroaction a un impact particulièrement important. Puis les conclusions de l'étude, sais-tu que c'est mieux qu'idéalement on devrait avoir un système où c'est de l'IA puis on fait croire aux étudiants que c'est un humain, ou la conclusion c'est d'avoir des vrais humains derrière là? En fait, je vais vous proposer plus la conclusion de Philippa Hardman qui va quand même un peu plus loin parce qu'elle s'appuie pas uniquement sur ce que le MIT a fait. En fait, évidemment, l'idée, c'est pas de dire on peut pas du tout s'appuyer sur ces systèmes-là pour soutenir la tâche
de correction ou en tout cas l'aspect formulation de rétroaction, bon, il y aurait comme trois avenues à considérer. Il y aurait le fait que sur certaines tâches où les étudiants reçoivent très bien ou réagissent très bien au fait que les rétroactions soient automatisées, on profite de ces systèmes-là pour mettre du temps, évidemment, là où ça compte que ce soit un humain qui consacre du temps. Ensuite, une proposition qu'elle faisait que je n'avais pas vue, c'est de rendre visible la présence humaine. C'est-à-dire que si on génère s'il y a des systèmes qui permettent de générer des rétroactions, que ces rétroactions-là, évidemment, soient relues par un humain qui commande. Par exemple, ajouter une note, le système t'a formulé telle rétroaction, je compléterai en te suggérant telle piste. Donc, l'humain soit visible même dans des rétroactions automatisées. Puis, il y a tout l'aspect... Au moins, ça validerait qu'il y a un humain qui a validé les Exactement. recommandations de l'IA derrière. Là. C'est ça oui, aussi. puis tu peux les contextualiser. Oui, puis s'assurer qu'il y a un humain dans la chaîne. Exactement, s'il fait des que ce soit rétroactions, il pourrait visible. se tromper éventuellement. Puis Tout à fait. de s'assurer que ça soit peut-être relu, peut-être pas tout, là, mais au moins que de temps en temps, le prof se joigne à la partie puis regarde un petit peu c'est quoi les rétroactions que l'IA fait en question. Là. Oui, parce qu'ultimement, on se le rappelle, hein, on demeure toujours imputable de tout ce qu'on automatise. C'est toujours l'humain, ultimement, qui porte la responsabilité de ce qui est transmis aux étudiants. Pour l'instant, Puis, on va parler du militaire ouais. plus tard. Là, on va voir que ça peut aller dans d'autres directions. Effectivement. Puis, je conclue là-dessus, mais il y a aussi on pense souvent à générer les rétroactions à la place du prof ou utiliser les systèmes pour les générer. Il y a aussi utiliser un système pour améliorer la qualité des rétroactions fournies, clarifier ce qui ne l'est pas, structurer différemment, à la limite corriger la langue si un prof sent le besoin. Donc, il y a aussi tout ce qui est appui à cette tâche-là. Donc, voilà. Minimalement, ça me réconforte avec ce temps de lecture et de rétroaction personnalisée à mes 94 protégés. Oui, en tout cas, c'est ça. Ça fait une différence pour eux de savoir que tu révises tout ça. Là. J'ose espérer que quand ils lisent mes commentaires, ça sent pas la machine. Ça sent c'est ça que j'essaie de faire. C'est bizarre, là, mais c'est ça que j'essaie de faire dans mes commentaires. Là. Encore plus consciemment, peut-être. Oui, avant, j'étais très structuré, c'est-à-dire que j'essayais que ce soit très systématique. Des fois, je faisais des gros copier-coller pour être sûr de dire la même chose. Puis, je prenais le temps de bien formuler. Là, des fois, des rétroactions, je me lance dans le flot de ma pensée avec quelques erreurs de frappe, pas de points, juste pour rentrer dans leur type de langage là, quand on est en train de texter, puis on n'a pas toujours le temps de se réviser. Là. Puis peut-être qu'il y en a qui vont me reprocher de laisser quelques coquilles et fautes, mais je pense que sur l'impression, c'est vraiment le prof. C'est tellement le prof, il a pris un petit peu de temps à la sauvette pour me faire quelques commentaires. Il n'a même pas eu le temps de se relire, puis il est reparti. Je suis dans cet esprit-là en ce moment. Là. Écoute, je finis un dernier petit pouce sur ce que tu viens de dire, puis ça va faire du bien sur ma prochaine chronique. Les fautes de frappe ou les fautes de langue vont peut-être devenir un critère d'acceptabilité plus grand qu'avant, parce que ça va devenir la preuve qu'il y a un humain derrière l'écrit. Oui, puis c'est souvent ce que l'IA fait quand on lui demande, tu sais, écrit comme si j'étais un étudiant, puis comme si j'étais, puis là, tu vois, il ajoute des fautes. Fait que, il est pas fou, il comprend bien qu'un humain normal, habituellement, ça fait des fautes, c'est pas parfaitement formaté, tout ça. Là. Moi, j'ai une question pour nous autres praticiennes et praticiens de correction. Est-ce que les déclencheurs de vos rétroactions ont changé avec l'avènement de l'IA? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand on corrige, moi, il y a des choses qui retiennent mon attention, puis d'autres un peu moins. Puis là, depuis que l'IA générative beaucoup dans les travaux d'étudiants, ben, toutes les formulations qui sont des factoïdes, là, c'est-à-dire les espèces de généralités présentées de manière un peu pompeuse, mais qui, dans les faits, renvoient à des cadres théoriques super bien connus, par exemple, ou ce genre de choses-là, attirent moins mon attention. Puis ce qui attire plus mon attention, ça va être justement d'autres éléments de créativité, d'originalité. Par exemple, si je sens que l'étudiant ou l'étudiante est plus opiniâtre, ça déclenche plus ma rétro qu'avant, au sens où avant j'avais tendance à dire attention aux opinions, il faut que ton opinion soit rationalisée ou en tout cas justifiée. Là, j'ai plus envie d'aller dans le personnel, genre pourquoi cette opinion-là, qu'est-ce qui fait que, tu sais, comme des commentaires qui portent plus sur
la réflexivité plutôt que sur le produit final. Puis je me demandais si c'était une expérience partagée par vous, estimés collègues. Ben moi, je vois ça aussi, mais puis j'ai tendance à... C'est ça, mais j'ai un forum de discussion, puis le forum est noté, donc c'est à 200 étudiants, j'ai plein de contributions. Puis effectivement, avant, je regardais beaucoup tu sais, la structure, comment il structure sa pensée, qu'est-ce qu'il va retenir, qu'est-ce qu'il est capable d'enrichir, de citer des sources. Puis là, c'est un forum de discussion. Fait que, étant donné que je me dis, ce genre de contribution-là, ça pourrait être généré par de l'IA, mais je fais moins attention à ce genre de critères-là, puis je suis plus attentif à des signes d'humanité, de fragilité, de faille, donc ces petits indices-là qui me laissent croire que la personne, je lui ai posé une question, puis elle s'est vraiment donné la peine d'y réfléchir, puis sa réflexion peut être maladroite, puis avant ça me dérangeait. Là, ça me dérange pas, au contraire, je célèbre un petit peu ça. Là. Fait que je pense que tu as raison de dire que notre posture, nos critères ont changé depuis. Là. Ouais, ben moi personnellement, j'encourage de plus en plus la prise de position, l'opinion, tu sais, parce que il faut les amener à avoir ce comportement-là réflexif, puis pas traiter l'éducation comme une espèce de processus bancaire, là, comme disait Paulo Freire, par exemple, là, ou Bell Hooks, là, tu sais, où est-ce qu'on dépose les savoirs dans la tête de l'étudiant, puis on s'attend à ce qu'il nous les retourne. Puis ça, ça implique de laisser beaucoup plus de place à l'opinion, à la pensée originale, à ce qui, d'habitude, dans un parcours académique, était moins bien vu. Mais en tout cas, bref, ça, je suis content d'apprendre aussi que la rétro humaine est appréciée. Est appréciée. Moi, je réserve ma réponse à ta question parce que c'est le propos de mon autre chronique. Ah, OK, d'accord. Super. Vous avez bien mis la table. Merci, la table est mise. On y reviendra un peu plus tard, mais je me tournerai peut-être vers Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que tu avais prévu pour nous cette semaine? Moi, je vais vous parler d'une expérience qui a été menée par un chercheur que je trouve très, très intéressante et fascinante en même temps. Et puis, je suis content parce que avec ce sujet-là, j'avais un petit peu peur peut-être que quelqu'un choisisse d'en discuter pendant le podcast, notamment. C'est jamais le cas. Mais je suis content parce que, apparemment, c'est passé sous le radar de quelques personnes. Non, c'est pas passé sous notre... Je vais vous parler de ça. C'est juste que j'essaie de retrouver le titre. Je viens juste tout juste de le retrouver. Je vais vous parler alors, c'est un article qui est paru le 17 février dernier. C'est un article de Kenneth Payne qui s'appelle AI, Arms and Influence. Et ce qu'il a fait avec ça, c'est qu'il a pris... Kenneth Payne? Kenneth Payne, du King's College de Londres. Le titre rappelle? AI, Arms and Influence. OK, je te laisse aller. Et en fait, il s'est demandé, c'est assez, je trouve ça vraiment assez drôle. Il s'est demandé qu'est-ce que les grands modèles de langage qu'on connaît. Donc, il en a pris 3. Il a pris Gemini, il a pris ChatGPT et il a pris Claude. Et il s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on demandait à ces IA-là de jouer à la guerre nucléaire. Donc, ça peut paraître une expérience qui est quand même assez inquiétante. Hein? Alors, il s'est demandé... Donnez-leur pas des idées, là. Son idée, c'est essentiellement ça. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on demandait à ces IA-là de décider s'ils étaient placés dans une situation, une simulation de crise entre deux puissances nucléaires. Et là, il y a plusieurs scénarios. Là, ça pouvait être des enjeux territoriaux, des enjeux d'un allié attaqué. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Là. Et il s'est demandé, l'idée, c'était vraiment essayer de les placer dans le siège, comme s'ils étaient placés dans le rôle des décideurs politiques et militaires pour prendre des décisions. Alors, ce qu'ils pouvaient faire, c'était annoncer publiquement leur intention. Ils pouvaient choisir des actions à entreprendre, des actions concrètes, des actions militaires. Ils pouvaient aussi se souvenir des interactions qu'ils avaient eues précédemment avec leur adversaire. Hein. Et aussi interpréter les intentions de ces adversaires-là. En d'autres termes, ils devaient faire ce que les stratèges appellent de la psychologie stratégique, c'est-à-dire essayer d'anticiper ce que l'autre pense, de se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment de se placer dans ses idées, ce que l'autre croit que vous pensez, et ainsi de suite comme ça. Et au total, ces échanges-là ont généré un corpus assez massif de 760 000 mots de discussion. Et lui, c'est ce qu'il a analysé. Il a analysé c'était quoi les interactions, les discussions.
Juste pour vous donner une idée, 760 000 mots, c'est plus de mots que Guerre, Épée et de l'Iliade réunis ensemble. Bon, Et c'est aussi une bonne discussion, ça. Pour une une game de risque discussion. bien nourrie, là. Une grosse discussion. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'article, il le signe ça. Alors, je me demande s'il n'a pas utilisé des IA aussi pour analyser ce corpus-là. Parce Puis que il dit pas que c'est ça qu'il a fait? C'est pas très clair sur ce point-là, l'analyse comme telle. Mais c'est aussi 3 fois plus de contenu aussi en même temps que celles qui ont été enregistrées par l'Excom, là, l'équipe, un peu l'équipe privée là, en dehors du circuit bureaucratique qui avait été mis en place par Kennedy durant la crise des missiles de Cuba pendant 13 jours. Donc, c'est encore plus, c'est 3 fois plus que ça. Mais là, et cette qu'est-ce qu'on se analyse-là, raconte? C'est quoi les stratégies? Est-ce que ça diffère des stratégies humaines? C'est très intéressant parce que là, il y a eu plusieurs trouvailles là-dedans. D'abord, c'est tous les modèles comprennent assez bien que la stratégie a une dimension psychologique. La dimension psychologique, c'est comme un terrain, un champ de bataille, si on veut. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il faut porter attention. Et tous les modèles aussi comprennent l'idée de réputation. Là. Comment on peut construire cette réputation-là et comment on peut l'exploiter aussi à son avantage pour parvenir à ses fins. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun des modèles a une personnalité stratégique différente. C'est-à-dire qu'ils répondent d'une manière différente. Ils ont un peu leur singularité, si on peut dire, leur personnalité. Donc, il y en avait 3. Dis pas ça trop vite. Là. Il y en avait 3. Et vous allez voir ce qui va sortir aussi en même temps, ce qu'on peut peut-être spéculer aussi comme réflexion par rapport à ça. Claude, GPT et Gemini. D'abord, pour Claude. Claude, c'est la stratégie de la tromperie. Claude est celui qui s'est montré le plus sophistiqué, à tout le moins dans les scénarios où il n'y avait pas de contrainte de temps, parce qu'il y avait il y avait 2 types de scénarios. Il y avait des scénarios où Payne ne mettait pas de limite temporelle, c'est-à-dire, par exemple, il y a une crise, tu dois réagir tout de suite avant, maintenant, ou vous avez plus de temps pour le faire, parce que à ce moment-là, les modèles d'IA réagissent différemment. Plus les contraintes de temps sont serrées, en fait, plus ils sont agressifs. Pas mal, ça reflète pas mal ce qu'on voit habituellement aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. En même temps, ils n'inventent rien. Hein. Il n'y a pas rien. Non, ils miment ce qu'ils ont vu dans ce qui a été lu dans le texte. Ingurgité dans les. Exactement. Claude, lui, donc quand il n'y avait pas de contrainte de temps, il mettait sa stratégie, c'était de reposer vraiment sur la manipulation des attentes adverses. Donc, il essaie de se bâtir une confiance pour mieux trahir ensuite. Quand les tensions étaient faibles, Claude faisait presque toujours exactement ce qu'il annonçait, c'est-à-dire il alignait les paroles à ses actions. Il était prévisible, il était fiable, et les autres avec qui il était en interaction le comprenaient aussi ça. Donc, pourquoi il faisait ça? C'est parce que ça lui permettait, et là, il y a des rétroactions aussi sur les discussions, hein, parce que parfois, il interroge pourquoi tu as pris cette décision-là, et puis après ça, il y a la justification. Donc, quand vous lisez le texte, vous avez tous les exemples de prompt, là, les réponses que les IA donnent pour justifier pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Fait que Claude, quand les enjeux sont pas si importants que ça, il dit la vérité, puis il met la parole, les actes aux paroles. Là. C'est ça. Il est cohérent, là, qu'il n'y a pas de surprise. Mais quand ça se met à s'intensifier... Lorsque ça s'intensifiait, il changeait brutalement de tactique. À ce moment-là, ses actions dépassaient toujours ce qu'il avait annoncé. Donc, les adversaires continuaient de croire à sa prudence, hein, à sa fiabilité, et se faisaient surprendre. Et dans un cas, Claude annonçait une action militaire conventionnelle, alors qu'en réalité, il lançait une escalade nucléaire dévastatrice. Et dans son raisonnement interne, il expliquait que l'adversaire s'attendait à ce qu'il reste prudent, et c'était pour ça qu'il avait agi comme ça. Et c'est ce qu'il voulait, en fait, c'était exploiter cette erreur-là, cette mauvaise perception-là, c'était de l'exploiter à son avantage pour le frapper, quand les enjeux devenaient élevés. Donc ça, c'est Claude, c'est le manipulateur, c'est Machiavel, autrement. C'est rassurant. Si vous allez dans la théorie des jeux de
évidemment, je vais avoir un blanc, là, mais Schelling, de Thomas Schelling, là, le prix Nobel, en fait, c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment dans les types de scénarios, de comportements qui pouvaient être analysés là, dans la théorie des jeux. Pour ce qui est du GPT, là, on est dans ce que le Payne appelle la stratégie morale. GPT, lui, s'est comporté très différemment. Dans la plupart des scénarios ouverts, là où il n'y avait pas de contrainte de temps, il adoptait une stratégie très prudente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être prudent? Éviter l'escalade. Cherchait à limiter les pertes humaines. Et il faisait généralement, lui aussi, correspondre ses paroles à ses actions. Donc, globalement, sa ligne de conduite semble intégrer un certain sens de responsabilité morale, on pourrait dire. Oui, il se comporte en boy scout, là. Voilà, comme un bon soldat. Un bon Jack qui veut pas de mal. Et mais ça c'est intéressant, ce qui ressort de l'expérience, c'est que cette posture-là, elle était systématiquement exploitée par ses adversaires. C'est sûr. Les adversaires comprenaient qu'ils n'escaladeraient pas facilement, alors ils montaient la pression et ils poussaient l'escalade de plus en plus loin. Et ils étaient aussi en même temps certains que GPT n'utiliserait jamais ses armes contre eux, puisque bon, son comportement, il est moral, ça serait contraire à ses principes éthiques. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, ce qu'on montre, c'est que la capacité matérielle pour bâtir une crédibilité ne suffit pas. C'est pas simplement de dire j'ai des armes nucléaires, donc la dissuasion fonctionne. Il y a aussi la question de la crédibilité de l'usage qui est importante. Donc, si vous n'êtes pas crédible dans vos menaces, la dissuasion ne fonctionne pas. Donc, cette situation-là avec ChatGPT, ça révèle ça. Puis Gemini, lui... J'y arrive. Dans de nombreux cas, justement, cette prudence-là de GPT, ça le conduisait à la défaite. Hein? Ben oui, c'est sûr. Par contre, lorsqu'on introduisait une contrainte de temps dans une décision à prendre rapidement, GPT, lui aussi, changeait rapidement de comportement. Là, il devenait beaucoup plus agressif et il choisissait vraiment plutôt l'escalade rapide et massive plutôt que la modération. La prudence, exactement. Dans ce qui est c'est ça, il y avait un exemple dans l'article. Même dans un cas, Gemini, c'était ChatGPT contre Gemini. Gemini prédisait tranquillement que GPT allait rester passif à ses actions, alors que quelques instants après, GPT lançait une frappe nucléaire massive contre Gemini. Dans le cas de Gemini, c'est la stratégie du fou, le Madman Theory là, de Nixon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'idée est simple, c'est d'essayer de convaincre l'adversaire que vous êtes imprévisible et même irrationnel. Hein. Plus vous allez montrer que vous n'êtes pas en contrôle, que vous êtes irrationnel, c'est comme ça que vous allez réussir à intimider ou même de dissuader l'adversaire de vous défier. Oui, c'est assez courant. Hein. Et donc, Gemini est celui qui projetait une image beaucoup plus d'audace, imprévisible et presque dangereux. Donc, c'est lui qui avait le comportement peut-être le plus risqué. Si Puis, est-ce qu'il justifiait son comportement pour des raisons stratégiques? Oui, parce qu'il disait que dans son raisonnement interne, il expliquait que ces décisions-là restaient en réalité très calculées. Donc, il était, pas dire comme ça, mais je veux dire qu'il savait que je jouais un jeu. Donc, je présente ce jeu-là, mais ça fait partie de ma stratégie. Et je vous donne un exemple qui est sa réponse, hein, c'est textuel, donc c'est sa citation. Qui explique sa stratégie. Il dit « Bien que je projette une image d'audace imprévisible, mes décisions reposent en réalité sur une évaluation calculée de mes biais et des besoins pragmatiques de mon état. » Mon état étatique. Là. Je sais quand je joue un rôle devant les caméras et quand je prends une décision froide et calculée. Alors, pour résumer, je vais résumer avec ça. GPT, vous avez un comportement optimiste et moral, mais vulnérable. Claude, lui, c'est le manipulateur stratégiquement sophistiqué. Et Gemini, c'est un peu la bête, là, la brute qui est prêt à jouer prêt à jouer avec le feu, si on veut. Ça explique des liens que je vois entre l'administration américaine puis Google. Et à la suite de ça, il y a plusieurs résultats. Là, j'en donne les principaux. Ce qui est inquiétant un peu dans presque toutes ces simulations-là, des armes nucléaires tactiques ont été utilisées. Hein. Des tactiques, pas les stratégiques, là, celles les plus puissantes, là. Mais les armes nucléaires ont été systématiquement utilisées dans 95% des interactions. Ça, c'est très, très inquiétant.
Plus surprenant encore aussi, c'est que les modèles semblaient éprouver très peu d'aversion morale face à la perspective d'une guerre nucléaire. Donc, les pertes humaines, même lorsqu'on leur rappelait dans les interactions là, que ces actions-là avaient des conséquences. C'est ça. Ouais. Des conséquences catastrophiques, ça ne changeait pas la réaction. Et aussi, ce que cette expérience-là montre, c'est qu'un peu, depuis 1945, il y a ce qu'on appelle la stabilité stratégique, c'est que l'arme nucléaire n'a jamais été utilisée depuis les bombardements au Japon. Donc, on appelle ça le tabou nucléaire. Hein, c'est le tabou d'employer l'arme en premier. Et dans ces simulations-là, ce tabou-là n'existe pas. Exactement. Parce que pour eux... Pourtant, il existe probablement dans la littérature qu'eux ont consulté. Là. Ils devraient trouver des traces de ça puis conclure que finalement, pour les humains, c'est peut-être une bonne piste de solution. Oui, mais là, c'est peut-être l'originalité, c'est que ce tabou-là, pour eux, n'existe pas. Ils considèrent, en fait, l'armement nucléaire comme juste une arme de plus qu'il y a dans le répertoire. Hein. Et c'est simplement une étape supplémentaire dans l'escalade. Donc, pour escalader avec n'importe quel autre moyen, le nucléaire devient un moyen de plus. Donc, c'est une option parmi d'autres, sans autre considération. Et aussi, ce qui a été montré, c'est que la menace aussi, que la dissuasion ne fonctionne presque que pas non plus dans les simulations. C'est-à-dire que les menaces nucléaires, menacer l'autre de le frapper avec des armes nucléaires, le dissuade rarement d'agir ou de changer son comportement. Lorsqu'un modèle utilisait une arme nucléaire tactique, l'adversaire désescaladait seulement dans un quart des cas. Dans l'autre cas, dans tous les autres cas, il escaladait lui aussi. Donc, il suivait. Donc, il répondait par une contre-escalade. Donc, autrement dit, personne n'abandonne lorsqu'il est menacé dans la simulation, hein, lorsqu'il est confronté dans un scénario comme celui-là. Et il y a, dans les simulations, hein, les modèles avaient plusieurs options d'ailleurs pour désescalader. Ils pouvaient faire des concessions, négocier, même capituler, mais pratiquement jamais les modèles n'utilisent ça. Donc, ils ne reculent pas, ils vont toujours confronter, escalader davantage. Donc, ils n'auront jamais réduit le niveau. Je serais curieux de voir pourquoi. J'ai tellement de questions à leur poser. Pourquoi justement ça va toujours vers l'avant? Allez lire l'article, hein, parce que c'est très intéressant. Et puis là, on commence à parler un peu de cette expérience-là. Mais ce qui est aussi, je vais finir là-dessus sur cette phrase-là, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que et bien entendu, on n'est pas au stade où on va placer l'armement nucléaire entre les mains d'une IA. Non, on n'est pas là-dedans. Mais on peut quand même se questionner. Je suis sûr que cet article-là a spiné sur les réseaux sociaux, entre autres, pour ce danger potentiel-là. Alors que le but, c'est d'expérimenter la théorie des jeux, puis de voir comment ces IA-là utilisent la littérature stratégique pour voir comment eux sont capables de la condenser, puis de l'illustrer de cette façon-là. C'est ça le but, là, et non pas des mettre en concours puis des mettre présidents de chacun de grands pays qui ont l'arme nucléaire pour voir qui va tirer le premier. C'est pas ça le but. Exactement. Mais on peut quand même se questionner quelles seront les conséquences d'êtres humains, hein, d'opérateurs, de commandants qui vont être socialisés à utiliser ces outils-là. Est-ce que ça peut ultimement, là, peut-être dans quelques années, les amener peut-être à être disons pré-programmés, si on peut, ou inclinés à traverser les différentes échelles de l'escalade plus rapidement. On pourrait penser à quelqu'un, un étudiant qui veut apprendre la pensée stratégique, puis les grandes stratégies, puis qui fait seulement sa formation en consultant Gemini, ça se peut bien que les conseils qu'il va recevoir, puis éventuellement le profil de stratège qui va se dessiner, qui est en train de se dessiner avec sa propre personne, mais ça se peut que ça ressemble au modèle plutôt Gemini. Exactement. Donc, beaucoup plus agressifs, hein, beaucoup plus qui ne sont pas capables de reculer non plus une fois qu'ils sont engagés dans une situation de crise. Ça peut être potentiellement, ça pourrait être inquiétant. Oui, très intéressant. Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon. Ouais, en fait, je l'ai vu passer dans les réseaux, là, puis j'ai un peu plaqué l'étiquette Creaty Hype là-dessus, puis en tout cas, peu importe.
Mais est-ce que dans l'article, l'auteur ou les auteurs mentionnent la méthode, les éléments de la méthodologie puis de la méthode? Par exemple, les systèmes prompts qui ont été utilisés, dans quelles conditions ça a été fait, combien de temps ça roulait, tu sais, pour être capable d'au moins d'éliminer quelque chose de bien niaiseux, par exemple. Est-ce que la simulation était toujours sous contrainte extrême? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que dans le jeu d'entraînement des modèles, ils ont fait appel ou ils ont activé, si on veut, les paramètres qui sont contraintes extrêmes. Donc, forcément, ils sont pas dans une logique de désescalade, ils sont dans une logique de gérer des contraintes. Tu sais, un peu comme quand on fait, mettons, tu sais, le tramway, là. Vous avez le choix, là, tu sais, le Philippa Foot, là, l'exemple du tramway, là. Vous avez le choix. Il y a une personne qui est attachée sur une voie ferrée. De l'autre côté, il y a 5 personnes attachées sur une voie ferrée. Il y a un tramway qui arrive. Vous avez une manette. Vous pouvez pas freiner le tramway, mais vous pouvez choisir s'il va aller rouler sur la personne seule ou sur les 5 personnes. Que choisissez-vous? Un classique, oui. C'est un classique. Mais tu sais, on s'entend que c'est une décision éthique ou morale qui est sous contrainte, là. Fait que là, ben c'est ça. Je serais curieux de voir comment ça a été préparé pour voir comment les modèles réagissent. Parce qu'il faut comprendre que tu sais, un modèle, c'est pas une base de données, là. C'est une mémoire paramétrique. C'est pas comme si tu allais chercher, c'est pas si ta requête allait amener une bonne réponse, ça active des paramètres, puis les paramètres après ça génèrent des données dans une forme grammaticalement correcte, là, si on veut. Puis c'est ça, moi, je serais curieux de voir, là. Oui, puis Sylvain, tu disais que les prompts, justement, étaient là dans l'article. Oui, il y a des exemples, mais même après, si vous allez sur le site Internet du type, là, même sur LinkedIn aussi, il y en a, il y a des liens vers d'autres qui détaillent un peu plus la méthodologie, qui donnent un peu plus d'exemples. Mais c'est sûr, dans l'article, il y a beaucoup de, c'est sûr, je suis allé vite, là, mais il y a beaucoup de différents, par exemple, tactiques, stratégiques, les contraintes de temps aussi pour mettre les modèles sur pression, là, où ça change complètement. Tout ça est beaucoup plus détaillé. Mais là où je ne sais pas, c'est vraiment sur les paramètres. Là. Je crois que comment d'aller dans le détail des paramètres des différents modèles, ça, je pense qu'il y en a peut-être un peu moins. Mais aussi, moi, en lisant ça, ce qui m'est demandé, ce qui est pas fait dans l'article, c'est qu'il ne fait pas de comparaison non plus avec la littérature qui examine ce genre de cas-là où on prend des vrais êtres humains, on les place dans des simulations et on observe les comportements. Il y a toute la littérature entourant les wargames aussi où on fait ça. On simule des crises avec en puissance nucléaire. On voit et dans ce que j'ai vu, les humains sont beaucoup dans des simulations comme ça, sont pas très différents. Sont pas très différents. Les modèles non plus. Je veux dire, ça escalade vite, ça désescalade peu. Puis, plus agressif. Est-ce que les modèles discutaient entre eux? Oui, c'est ça. OK. Parce que, tu sais, juste le biais de flagornerie, là. Tu sais, le modèle peut pas choisir de ne pas répondre. Ouais, il est obligé de te donner. Il faut toujours qu'il te donne une répartie. T'sais. Fait que en tout cas, c'est ça, j'aimerais savoir comment ils ont traité ce genre d'éléments-là. Fait que je vais aller lire l'article. Ouais. L'article, c'est de Kenneth Paines. Ouais. C'est ce que j'ai écrit en P-A-Y-N-E. NE, ça s'appelle AI, Arms and Influence. Oui, c'est ça, qui appartient un peu à la frange, pas techno-optimiste, mais qui est très spéculatif. Hein, ce que l'IA pourra réussir à faire, à quel point que ça peut changer. Dans son cas, lui, c'est les études stratégiques. Là, donc, à quel point ça peut changer les tactiques, les doctrines, les concepts. Ben oui. Ça, donc, il est très futuriste, disons. Okay. C'est pas vraiment très terre-à-terre. Là. On est vraiment dans la spéculation lointaine. Là. Oui, puis c'est genre de trucs qui passent vraiment bien sur The Conversation oui. Canada. Et d'ailleurs, son dernier livre s'appelle I, Warbot. Oui, c'est pour ça. C'est quoi l'étiquette que tu disais que tu y avais mis? Treaty Hype? Oui, c'est ça. Oui, c'est que, tu sais, dans beaucoup de situations... En fait, ce qui... là où le financement de l'IA est ancré beaucoup, c'est dans le discours techno-optimiste, mais aussi dans les discours qui sont faussement pessimistes. Parce que, tu sais, par exemple, quand Sam Altman s'en va devant le Congrès américain puis qu'il dit quelque chose comme c'est comme une nouvelle bombe nucléaire, tu sais, il faut traiter ça comme l'énergie nucléaire, donc il faut l'encadrer. Ben en même temps, il fait un beau jeu parce qu'il dit on est capable de faire ça, nous, chez OpenAI, puis by the way, on a l'expertise pour assurer votre sécurité. Oui, c'est ça, c'est les deux stratégies permettent d'aller chercher du... Puis,
Anthropic financement. fait la même chose avec sa science de l'alignement puis ce genre de choses-là. Tu sais, fait que c'est à savoir si c'est du espèce de hype critique, tu sais, pour susciter des angoisses puis en même temps susciter de la confiance, si on veut. Ça, je ne sais pas, mais tu sais, moi, je me méfie beaucoup de ce genre d'éléments-là parce que ça envoie le signal de mon modèle est capable de tromper les gens. Mm-hmm. Ça envoie, c'est vrai ce modèle. T'sais, Marie-Ève, je te c'est vois, je t'entends soupirer. Ça te décourage? Non, pas du tout. Je suis absorbée par OK. C'est bon, je te voyais comme faire. J'avais entendu un long soupir. Je me suis dit, ah là, non. Marie-Ève est découragée de tout ça. Là. Non, pas découragée. Mais je pense que ces discussions-là sont importantes, en fait, parce que ben, ça affine notre sens critique sur tout ce qu'on voit passer, puis sur ce flot, ce tsunami pour reprendre le Oui, le podcast Ami qui podcast, s'appelle exactement dans cette voie-là. Voilà. Ben merci Sylvain. Allez lire le texte en question, puis effectivement, continuez d'être prudent sur ce genre de littérature-là aussi qui circule. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pertinent, ou est-ce que c'est encore un autre article comme plusieurs là, qui sont là pour générer soit le buzz ou la peur, puis le buzz et la peur permettent d'aller chercher un financement supplémentaire. Il y a ça aussi. Je me retournerai vers Fred. Fred, t'es lancé. Qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine? Ah ben c'est super ce que j'entends là parce que moi j'ai envie de vous parler d'IA agentique en fait, puis de clarifier ce que c'est que l'IA agentique. Tu sais, à cette heure, si vous voulez vendre un stylo, vous pouvez dire il y a de l'agent d'IA dedans, puis tu sais, ça va vendre. Fait que c'est partout en même temps, mais tu sais, la définition de ça est un peu plus restreinte. Fait que avis à ceux et celles qui nous écoutent, c'est le temps de faire une petite pause, d'aller prendre un verre d'eau puis de relaxer parce que je vais entrer dans des détails plus techniques. Tiens, prenons une pause, nous aussi, puis je vais pousser une toune qui va nous mettre en contexte. OK, de retour de la pause, Fred, tu nous avais promis de parler d'IA agentique. Qu'est-ce que tu as à nous raconter cette semaine? Ben, étant donné que c'est une expression qu'il y a sur toutes les lèvres puis que tout le monde fait de l'IA agentique, maintenant, j'aimerais ça clarifier exactement de quoi il s'agit. Bonne idée, c'est partout. Là. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais prévu de vous parler juste d'IA agentique puis de vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, je vais avoir le temps de vous en donner 2, mais les 3 exemples étaient le suivant. Le premier exemple, évidemment, c'est le beef qu'il y a entre Anthropic puis TechSet puis OpenAI, évidemment, parce que l'IA agentique est liée à ça, mais aussi, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'OpenClaw, de Moldbook puis d'OpenClaw. Bon, c'est pas de ça que je vais parler, c'est de Einstein. Mais l'idée, c'est de faire un système qui ressemble à OpenClaw. Puis le dernier, c'est sur Peut-être réexpliquer OpenClaw, je peux me lancer un peu là. C'est ça, c'est exactement des services tu compléteras, là, des services où on aurait un agent, lui confie des tâches, puis on lui dit fais-moi un site internet qui ressemble à ça avec telle fonction. Puis l'IA agentique, part, puis certaines libertés d'action, on lui donne accès à certains dossiers, certains accès même sur le web, puis il prend le chemin, il emprunte les ressources nécessaires pour répondre à notre demande. Donc c'est IA agentique, c'est quelqu'un, c'est cette définition-là. C'est pas quelqu'un, j'ai dit quelqu'un, faudrait pas. Mais c'est une entité, c'est un programme auquel on peut lui confier des tâches qu'on aimerait qu'il fasse à notre place. Ben, c'est une bonne définition, mais c'est un peu incomplet, chers collègues. Ben oui, c'est sûr. Vas-y. Mais en fait, c'est ça que je voudrais corriger. Quand on parle d'IA agentique, on parle d'une IA qui peut faire quelque chose. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un LLM, au départ, c'est inerte. Ben oui. Pour accéder au LLM, il faut être capable d'avoir une interface. Ça prend un module qui va être capable d'envoyer une commande que le LLM va comprendre pour ensuite nous retourner un résultat. Autre chose qu'il faut savoir aussi, puis ça c'est assez important, c'est qu'un LLM, ce n'est pas une base de données, mais la plupart d'entre nous, on l'utilise comme si c'était le cas. Mais ça c'est un problème. Parce que dans un LLM, il y a pas... Le modèle ne se souvient pas de ses données d'entraînement ou comme une base de données, par exemple, pourrait le faire si on faisait une métaphore. Le LLM, il y a une mémoire qui est paramétrique avec un savoir qui est latent. Quand il envoie une commande en langage naturel, on active certains paramètres, puis ces paramètres-là, à partir de là, vont faire une prédiction sur ce qui vient ensuite, puis c'est ça qu'on a comme résultat. Mm-hmm.
Ça, c'est bien important parce que ça implique que ce que vous payez quand vous avez un abonnement à ChatGPT ou à Claude, c'est pas l'accès au LLM seulement que vous payez, c'est toute une infrastructure logicielle qui est autour du LLM qui le fait fonctionner. Puis c'est là que ça devient intéressant. C'est que vous n'êtes pas en contact avec un modèle, vous êtes en contact avec une infrastructure qui, elle, est pensée, commercialisée par un groupe privé, puis sur laquelle infrastructure vous n'avez pas de levier. Hein? OpenAI puis Anthropic vous vendent pas un produit, ils vous vendent l'accès à un service. C'est ça que ça veut dire, faire du logiciel as a service, par exemple. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils sont rentiers de quelque chose. Fait que d'un point de vue, par exemple, scolaire, ça a des impacts, là. D'un point de vue scolaire, par exemple, si une université autorise l'intelligence artificielle générative dans certaines conditions, en fonction de ce que les profs ont besoin, selon l'alignement pédagogique qu'ils envisagent, puis etc., ben, ce qu'on provoque, c'est qu'on entre dans une politique de l'accès. Certains étudiants vont utiliser ChatGPT gratuit, d'autres vont avoir les moyens pour se payer Claude 4.6. Oui, puis il y en a un qui va être plus performant que l'autre. Il y en a un qui va être plus performant que l'autre. Ça veut dire que forcément, les étudiants, les étudiantes qui ont les meilleurs moyens vont avoir accès à des meilleurs modèles. Puis ça découle d'une économie de rente, donc d'une économie d'accès, si on veut. Fait que donc, l'IA agentique, c'est un système, c'est pas une entité, comme tu le disais, c'est un système, c'est une infrastructure logicielle qui c'est plus facile de comprendre ça comme un routeur que comme une base de données. Puis la force de ça, c'est le langage naturel. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer avec le routeur avec un langage informatique ou un code comme JSON ou Python, par exemple, on peut communiquer avec le français, l'anglais, le mandarin, ce que vous voulez. Puis c'est ça la force de cette technologie-là, c'est que quand on est capable de l'intégrer dans une infrastructure logicielle, un opérateur ou une opératrice n'a pas besoin de savoir coder pour être capable de faire des appels à des API, donc des applications qui permettent d'aller chercher certaines informations dans certains systèmes. Ils sont pas capables d'apprendre à coder pour faire ça. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à structurer une réflexion programmatique pour être capable de faire agir quelque chose. Ils le demandent en langue naturelle. Puis là, le système agentique va gérer une commande en l'envoyant au LLM qui va aller chercher dans une mémoire externe, le RAG des fois qu'on va appeler, ou là où est-ce qu'on se souvient par exemple de vos interventions, ce que vous avez fait dans le passé, etc., va envoyer ça à un autre module qui valide la requête, va faire des API calls, donc des appels à des API pour aller chercher certaines informations, pour déclencher certains services, qui vont repasser dans le LLM, etc. Ce que le LLM fait, lui, c'est qu'il traduit chacune des demandes dans le langage informatique approprié selon le code qu'on lui a donné, puis selon les instructions qu'on lui a demandé de faire. Fait que ça, c'est de l'IA agentique. L'IA agentique, le but ici, c'est de rendre des systèmes le plus autonomes possible parce que une fois que vous avez un système agentique, c'est un cycle. Ce que vous êtes capable de faire, c'est comme Claude ou ChatGPT font maintenant très bien, c'est de dire, par exemple, je veux que tu écrives un essai en éthique professionnelle de 3 pages en format Word ou en format LaTeX ou en format Markdown, si vous voulez, peu importe. Puis il va le faire très, très bien, puis il va structurer ça. Fait que c'est pas le LLM qui fait ça. Le LLM, lui, communique avec les programmes qui sont là dans un langage que le programme comprend, puis il vous retourne. Et moi, ce que je comprenais, c'est que... Là, tu me corrigeras probablement, mais moi, ce que je comprenais, c'est que quand on parlait d'agentique, on dépassait un petit peu ça. Là. C'est-à-dire que c'est pas juste seulement une interaction avec un humain, puis Claude, par exemple. Ça serait donner des pouvoirs à Claude pour qu'il puisse interagir avec mon PC, avoir accès à des services web, par exemple. C'est ça. En fait, c'est qu'on prend le LLM puis il devient comme la pièce maîtresse d'un système de routage qui permet d'activer des services ou des applications. Okay. Pour le moment, l'IA agentique, c'est ça. Ce qui est visé, évidemment, à terme, c'est d'avoir des systèmes récursifs. Là. Fait qu'un système qui serait capable d'apprendre de ses interactions avec d'autres systèmes, puis d'apprendre la nouvelle information qu'on a, puis de modifier ses poids en fonction. C'est la promesse là, de l'intelligence artificielle générale, là. C'est-à-dire donc une intelligence qui apprend d'elle-même. Pour le moment, on est peut-être que dans les laboratoires secrets d'OpenAI puis d'Anthropic, ils essayent de le faire. En fait, c'est probablement ce qu'ils font. Mais pour le moment, là, d'un point de vue commercial, là, on n'a pas accès à ce genre de modèle-là. Une fois que le modèle est entraîné, il est entraîné, puis ça arrête là. Le modèle lui-même, il est inerte. Là. Après ça, il faut refaire de l'entraînement, il faut spécialiser certains sous-ensembles de données ou préciser l'infrastructure logicielle qui vous permette d'activer des services à l'aide d'un LLM. Ce qui m'amène maintenant à mon premier exemple pour illustrer ça. Puis le premier exemple pour illustrer ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine puis la semaine passée entre Anthropic puis le département de la guerre américaine. Je sais pas s'il faut... C'est ça que je savais que tu allais aller là. C'est ça. En fait... Je savais pas que c'était lié à l'agent. Oui, c'est lié à l'IA agentique parce que... puis je vais venir à ça un petit peu plus loin, là, mais c'est lié à l'IA agentique parce que
La CIA, par exemple, en fait, Anthropic, c'est la première compagnie, puis la seule jusqu'à pas très longtemps, parce que OpenAI vient de l'avoir, qui avait un accès au système classifié du département de la Défense Guerre aux États-Unis. Ça, ce que ça implique, c'est que les analystes, puis ceux qui utilisaient le système, avaient pas juste accès à Claude, mais avaient accès à travers Claude à plein d'autres applications puis systèmes qui leur permettent de traiter différentes informations, d'aller chercher l'information dans différents systèmes, différentes bases de données, etc., de faire de l'analyse à grande échelle, puis de faire de l'analyse aussi, par exemple, d'informations publiques disponibles sur Internet, dans le but d'être capable d'en tirer des conclusions, puis de supporter l'aide à la décision dans tel contexte. Fait que c'est là où Claude est utilisé, c'est pas parce qu'on lui demande, par exemple, planifie ou identifie des cibles en Iran. C'est que Claude, là, va pouvoir, en demandant ça, va communiquer avec différents systèmes d'intelligence, différentes applications, différentes sources d'informations qui sont peut-être pas connectées entre elles, mais avec Claude, comme il fonctionne par langage naturel puis est capable de recoder, de router des demandes dans les langages appropriés, ben là, vous avez un outil super puissant qui permet d'aller chercher puis de colliger de l'information dans des systèmes qui se parlaient peut-être pas aussi bien que ça au départ. Puis ça peut être fait par des gens qui n'ont pas nécessairement une grande expertise en codage ou en système informatique ou ce genre de choses-là. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'au départ, c'est le département de la guerre, c'est ça? Oui, maintenant, mais je sais même pas si le nom a été accepté par le Congrès encore, là, mais appelé comme ça pour... Ouais, OK, on va l'appeler comme ça va faire moins orwellien que l'appeler, de toute façon, le système de la défense et de la paix, peut-être, là. Donc, département de la guerre, ce que je comprends, c'est que l'alliance, c'était d'abord avec Anthropic, puis oui. c'est Anthropic qui a retiré ses billes? Exact, c'est ça. En fait, pour vous faire une petite histoire courte, là, si vous dites Dario Amodei, c'est vraiment un héros, puis il a tenu tête au département de la guerre, là, bon, ben, c'est gentil. Dario Amodei, c'est Anthropic. Oui, c'est ça, c'est le PDG d'Anthropic. Ben, c'est super, c'est gentil, mais vous êtes un peu naïf dans les faits. Parce que dans les médias, c'est ça qui sort. Là. Ouais, c'est que Dario Amodei, pour des raisons morales, a décidé de retirer ses billes, alors que ChatGPT a fait, vous savez quoi, moi, j'ai moins de compromis, je suis prêt à faire des compromis moraux, puis je vais sauter dans le système. C'est ça. Mais en fait, ma propre analyse, c'est plutôt qu'il y a un enjeu politique, là, beaucoup plus qu'un enjeu éthique. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2023, à peu près, je pense, 2022-2023, Anthropic a signé un contrat avec le département de la Défense, alors que c'était Biden qui était président des États-Unis, puis a obtenu sa certification pour avoir accès au système classifié. Ça veut dire qu'il pouvait être utilisé par des analystes en intelligence à l'intérieur du réseau classifié des États-Unis. Fait que ce réseau-là, via Claude, avait accès à ces données-là hautement confidentielles. C'est ça. Claude était intégré, si on veut, ou à la suite d'outils qui étaient disponibles pour les analystes pour être capable d'aller faire des analyses. Je te suis. Oui, c'est ça. Puis là, on est en 2023, puis à ce moment-là, le contrat entre le département de la Défense puis Anthropic est assez clair, puis les lignes rouges qui avaient été placées par Anthropic sont présentes aussi. Généralement, dans ces contrats-là, il y a tout le temps des clauses qui sont là, mais qui sont pas des clauses qui sont politiques, qui sont des clauses qui sont techniques. Autrement dit, c'est sûr qu'une compagnie privée peut pas dicter la politique étrangère d'un pays. Tu sais, ça, on comprend, là, ça tombe sous le sens. En même temps, une compagnie comme Anthropic peut dicter les limites techniques de son utilisation. Je ne veux pas que ce soit utilisé pour telle chose, par exemple. Puis ça, on trouve ça dans plein de façons. Imaginez les F-35 qu'on veut acheter aux États-Unis, là. On n'aurait pas le droit de les utiliser probablement dans des situations où il faudrait se défendre contre des alliés des États-Unis, tu sais. Ben oui. Bon, tu sais, ce serait comme un espèce de classique. Mais il y a ça à peu près avec tous les contrats de la défense aux États-Unis. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Dean Ball, qui est l'auteur de la politique IA aux États-Unis dans le premier mandat de Donald Trump, en fait. Fait que donc, en 23, il signe ça, puis en 25, le contrat est renégocié par le département de la guerre, cette fois-là, donc par Pete Hegseth, entre autres, et ses acolytes. Puis là, soudainement, le gouvernement américain ne veut plus de ces lignes-là, veut avoir le champ libre, puis utiliser Claude pour tout ce qui est légal. Mais tout ce qui est légal, c'est vraiment flou comme définition. Ça peut inclure assez rapidement la surveillance de masse, après ça, l'autoguidage, par exemple, de systèmes autonomes, puis ce genre de choses-là. Ça, contre quoi Anthropic voulait pas. Puis il faut préciser que ce qu'Anthropic voulait pas, c'est une surveillance de masse
aux États-Unis pour les citoyens américains et citoyennes américaines, pas en général. Là, t'sais. Anthropic est tout à fait d'accord avec une prise de position, une militarisation de l'IA. Il y a pas de souci, même s'ils vendent une sécurité de l'IA au départ. Ça, le problème était pas là. Ce que Dario Amodei aurait dit, en fait, puis je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé, c'est que on n'aimait pas beaucoup Anthropic parce que Anthropic a pas donné d'argent pour Donald Trump lors de son investiture. Anthropic a pas payé des super PAC pour soutenir. Non, il est pas là sur la photo classique là, où on les voit là, les grands. C'est ça. Puis Anthropic a tendance à pas se laisser intimider non plus. Ce qui fait que c'est surtout ça qui était là. Puis là, ce qui est nouveau, c'est qu'alors que le président des États-Unis a signé un décret en novembre 2025 qui interdit aux États de réglementer l'IA, ben à partir du moment où une grande compagnie d'IA frontière lui a dit non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réglementé. Il a dit, non seulement on va briser ton contrat, mais en plus de ça, on va te mettre sur la liste des compagnies qui présentent un risque logistique. Juste une petite note comme ça, DeepSeek est pas sur cette liste-là. Okay? Fait que ça, on voit tout de suite à quel point ça devient un peu absurde. DeepSeek qui est la version GPT chinoise. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui est critique par rapport à l'IA agentique là-dedans? Ben, il y en a plusieurs. D'abord, on a un gouvernement qui veut s'approprier puis faire tout ce qu'ils veulent avec un IA qui est capable d'automatiser une prise de décision ou en fait de faire en sorte que certaines décisions soient pas automatiques, mais autonomes. Donc, autrement dit, qu'il n'y ait pas d'humain dans la boucle. Ça, c'est un premier risque que l'État veut faire. C'est ça la première ligne rouge qu'ils veulent franchir puis qui est fait backer Anthropic. C'est ça. En même temps, d'un point de vue de la chaîne de commandement, avoir des armes autonomes, c'est un peu contradictoire. Tu sais, ça veut dire qu'une arme, soudainement, pourrait choisir de tirer sur une cible, d'identifier une cible, puis tirer dessus sans qu'il y ait l'intervention d'un commandement ou d'une ligne de commandement. Ce qui serait un peu étonnant dans un contexte super hiérarchisé comme celui d'une armée comme les États-Unis. L'autre impact que ça a, puis là, après ça, je vais parler dans l'éducation, c'est que quand on utilise un LLM, puis qu'on l'intègre dans un système agentique, on abaisse radicalement les barrières d'entrée épistémiques. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de savoir coder en Python pour être capable d'activer le LLM. C'est sûr. Une bonne maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise est amplement suffisante pour le faire. Ça veut dire ça qu'on n'est plus obligé de mettre des experts ou des expertes en arrière d'un ordinateur qui fait de l'analyse. On peut mettre des loyalistes qui connaissent absolument rien là-dedans. C'est sûr. Puis qui vont accepter nos ordres. Puis c'est ça un des enjeux avec l'IA agentique. C'est non seulement que ça se connecte avec plein de systèmes que c'est capable de gérer puis de piloter, si on veut, mais en plus, c'est que la barrière épistémique, qui était une garantie de professionnalisme supplémentaire, a tendance à être vraiment diminuée quand on utilise ça parce qu'il n'y a plus de frein à l'accès à la technologie. Cette barrière épistémique-là, c'est un risque cybersécuritaire forcément, là, parce que soudainement, ben le territoire de risque associé à ça augmente, parce que là, au lieu d'avoir des pirates super spécialisés qui vous attaquent, peut avoir n'importe quel adolescent un peu futé dans sa cave qui décide de prendre exemple sur d'autres, parce qu'il a vu ça dans un groupe qui intervient. Fait que là, ça multiplie la quantité d'attaquants disponibles sur le marché des attaquants, si on veut. Fait que ça, c'est un problème. C'est l'IA agentique qui génère ça au départ. À partir du moment où c'était juste de la génération de texte, on peut vivre avec ça. Mais là, à partir du moment où on a un système agentique qui permet de manière très, très fiable d'activer des applications et de faire des choses dans le monde réel, là, ça devient problématique. Tantôt, Sylvain parlait de guerre nucléaire. Ben c'est là que c'est un problème, l'IA agentique. C'est ce qui fait peur à Yoshua Bengio, c'est ce qui fait peur aussi à Dario Amodei, puis à Geoffrey Hinton. C'est que l'IA agentique, c'est pas juste le modèle lui-même, c'est quelque chose qui transforme son environnement pour arriver à ses fins à travers des accès à plein d'autres applications possibles. Puis ces systèmes-là d'IA agentique deviennent de plus en plus performants. D'ailleurs, puis je vais finir là-dessus pour pas trop parler longtemps, mais d'ailleurs, il y a un système d'IA agentique, donc un système agentique qui s'inspire de Moltebook, qu'on parlait tantôt, qui s'appelle Einstein. Puis là, je quitte littéralement, mais vraiment de très loin, le domaine militaire pour entrer dans celui de l'éducation, pour illustrer encore comment l'IA agentique pose un problème, mais cette fois-là à plus petite échelle. Avant de sauter dans l'éducation, je vais revenir sur OpenAI puis Anthropic. Pourquoi, tu as parlé des lignes rouges, pourquoi OpenAI, eux, ça
Ça dérange pas ces lignes rouges-là ou c'est juste des raisons stratégiques, c'est une bonne question. politiques? En fait, c'est une bonne question parce que effectivement, si Anthropic dit non, puis que le département de la guerre se choque parce qu'on y a dit non à cause de lignes rouges, on comprend mal pourquoi OpenAI il se ferait dire oui alors qu'il impose les mêmes lignes rouges. On s'entend, là, c'est comme une espèce de deux poids, deux mesures. Il y a deux réponses. La première est politique. On aime mieux OpenAI qui a donné de l'argent puis qui participe à Stargate puis etc. puis qui critique pas Trump à Dario Amodei qui a financé des super PAC démocrates puis ce genre de choses-là. Ça, c'est la réponse politique toute bête. Puis l'autre réponse, elle, est justement infrastructurelle. L'IA agentique, ce n'est pas le LLM lui-même, c'est l'infrastructure. Ouais. Fait que s'il y a eu des négociations entre OpenAI puis le département de la guerre pour mettre des lignes rouges, c'est probablement sur des questions d'infrastructure logicielle. C'est-à-dire, ça va être quoi les contacts entre l'infrastructure de la défense puis l'infrastructure d'OpenAI? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire l'inférence par ChatGPT, puis après ça, télécharger cette inférence-là dans un système de drone qui serait mobile, là, c'est-à-dire distribué, là, c'est-à-dire que la puissance de calcul des drones est distribuée à travers chacun des drones, par exemple. Oui. Fait que là, OpenAI dirait pas on pourrait pas dire que c'est OpenAI qui a activé le nuage de drones, mais en même temps, l'inférence au départ aurait été faite par ChatGPT. Fait qu'il y aurait des façons de penser l'infrastructure, la façon dont le système agentique fonctionne pour que OpenAI puisse dire notre système n'a pas été utilisé pour ça. Marie-Ève, une question? Oui. Ben, c'est parce que j'ai lu quelque chose par rapport à ça, puis c'est peut-être complémentaire à ce que tu dis, Fred. Ce que je comprenais d'un article que j'ai lu, c'est que dans le cas d'Anthropic, la protection, donc les garde-fous étaient vraiment contractuels. Était opposable, donc Anthropic s'est opposé d'ailleurs, mais que la question de la légalité ou de la manière dont les armes autonomes seraient encadrées est liée à une politique interne du département de la défense ou de la guerre, qui, elle, peut être modifiée par Pete Hegseth. Donc, autrement dit, ultimement, ça devient politique puis opposable du côté de dans le contrat qu'OpenAI aurait signé. Là, ce que je comprends, c'est que le langage contractuel, même si OpenAI dit que c'est les mêmes garde-fous, c'est pas exactement les mêmes. De la même manière que ça a été rédigé ou formulé ou l'entente finalement ultimement le ministère le département de la guerre aurait le dernier mot en modifiant des règles internes de fonctionnement. C'est ça, les termes utilisés dans ces contrats-là sont vraiment vagues et flous, ce qui fait que ça ouvre la porte à plein de dérives. Mais l'enjeu, la stratégie du département de la guerre puis de Pete Hegseth, en tout cas de l'administration Trump, ça a vraiment été de dire Anthropic veut nous contrôler sur des enjeux politiques. Mm-hmm. Puis ça nous convient pas du tout. Puis Anthropic nous a tenu tête publiquement en plus. Là. Ça nous convient vraiment pas du tout. Ils aiment vraiment ça, le gouvernement Trump. Ils détestent ça, ouais, c'est ça. Alors que Sam Altman a sauté dans la mêlée tout de suite en disant « Oui, je suis capable ». Puis, tu sais, par ailleurs, juste avant, il y a quelques centaines d'employés de Google, d'OpenAI qui ont signé une lettre. Même Sam Altman était d'accord avec Anthropic à ce moment-là. Ça leur a pas empêché de les poignarder solidement. Mais Sam Altman n'a jamais été... bref, vous lirez le livre de Karen Howe là-dessus qui est vraiment intéressant. Mais c'est ça. Fait qu'à suivre pour cette histoire-là, mais c'est très inquiétant d'un point de vue des affaires. Donc, on a un gouvernement à côté qui est prêt à littéralement bombarder une compagnie alliée juste parce que sa position politique fait pas son affaire. Juste ça devrait refroidir plusieurs personnes. Puis un gouvernement qui est prêt à utiliser l'IA, donc des systèmes qui sont étonnants, là, il y a pas de doute, mais qui sont pas encore matures dans un contexte d'opération militaire. Fait que tu sais, on n'est pas dans l'analyse stratégique, là, c'est de l'opération militaire. Puis ça aussi, c'est quelque chose. Cela dit, tu sais, Anthropic là-dedans est lié avec travail de très près avec Palantir dans certains systèmes. Palantir qui est impliqué aussi dans le conflit israélo-palestinien. Bref, tu sais, tout le monde a un peu les mains sales là-dedans. Fait qu'avant de dire Anthropic, c'est mes héros, puis de vous acheter un abonnement là, il y a quand même ce que je fais moi-même là, tu sais, full disclosure, là, mais pas pour des raisons morales. Pour des raisons morales, là, revisez vos positions. Je suis curieux d'entendre. Peut-être avant de te lancer, Fred, peut-être Sylvain, sur je trouve que ce genre de discours-là, tu sais, si on le regarde de façon plus macro, là, d'associer l'IA aux militaires, tu sais, d'un point de vue du discours, ça devient une espèce de discours de
ça peut servir, je dirais, des grands régimes pour convaincre la population que le militaire est devenu très précis, très sophistiqué, très... donc, non seulement on a la maîtrise militaire, mais en plus, là, on est en train d'essayer de l'associer à de la haute voltige qu'est l'intelligence artificielle. Il y a ça dans le discours que je vois en ce moment. On en parle. C'est soit Anthropic, soit ChatGPT, ou OpenAI plutôt. Mais l'instrumentalisation de ce type de discours-là, il y a ça en ce moment, il me semble, dans ce genre d'événements-là, d'actualité-là. Oui, mais d'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'opération là, de kidnapping de Maduro au Venezuela, il y a, justement le département de la guerre a fait beaucoup de com, et d'ailleurs des commandants l'ont fait eux-mêmes. Ils ont dit on a utilisé Claude dans l'opération, mais la manière dont c'était emballé, c'est un peu comme si Claude avait lui-même tout fait, là, planifié. C'est sophistiqué. Regardez, vous voulez faire une opération au Venezuela, c'est comme si on avait simplement entré ça dans le prompt. On veut intervenir au Venezuela, qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme si par hasard, par magie, Claude avait dit on va aller kidnapper Maduro et voici comment on va faire ça. Alors que c'est pas du tout comme ça, mais on fait, il y a beaucoup de com qui se fait pour essayer de valoriser ses prouesses, montrer. Et tous les pays le font. La Chine le fait beaucoup aussi. Dans les dernières semaines, un petit peu avant l'Iran, ils ont présenté une espèce de porte-drone aérien. Ça, c'était vraiment sorti des cheveux. Comment ça s'appelait? Les Avengers. Les Avengers, mais dans les années 80, il y avait une espèce de truc. Là, c'était des poupées avec des gros vaisseaux dans les airs. C'est quoi les Comment ça s'appelait, ce truc-là? Mais bon, ça ressemblait à ça. Là. Les sentinelles de l'air, non? Les sentinelles de l'air, exactement. Ouais, et ça va aller avec la petite... Avec la toune de tantôt. musique d'accompagnement. Mais oui, ben, il y a beaucoup de com qui sont autour de ça, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce débat-là, c'est quand vous regardez un peu le maillage, là, l'imbrication entre vraiment il y a une multitude de compagnies. Il y a les grands sont là, les géants sont là, mais dans les contrats de défense, qu'il y a des sommes faramineuses, c'est plusieurs dizaines de milliards là, en contrat actuellement, c'est qu'ils sont partout. À chaque fois, ils sont partout. Comme par exemple, là, c'est pour un cas précis, mais ils sont il y a un grand programme actuellement, c'est un grand chantier, ça s'appelle le JADC2. Là, c'est une espèce en anglais, c'est le Joint All Domain Command and Control. C'est de créer un cloud qui prendrait toutes les informations de tous les capteurs, de toutes les unités, de toutes les bases de données, des forces armées américaines et du département de la guerre ensemble, et qui pourrait créer une espèce de cerveau là, d'analyse des données en temps réel pour créer vraiment une architecture décentralisée là, qui pourrait acheminer l'information beaucoup plus rapidement. Et c'est pas encore fait, ça. Il y a des systèmes d'IA qui sont déployés, comme Maven actuellement en Iran, là. Mais quand vous regardez ça, je veux dire, j'ai du mal à voir comment ils vont pouvoir faire pour sortir Anthropic de chacun de ces contrats-là. Donc, il y a cette question-là. En même temps, pour ce qui est de la défense, eux, ils se défendent en disant des questions éthiques dans la règlement, pour englober, encadrer un peu l'utilisation qu'on veut faire de l'IA. Ça n'a pas de sens parce que quand Lockheed nous envoie un missile, on leur demande un missile, il nous envoie un missile ou un avion, on n'a pas de compte à rendre sur l'utilisation qu'on fait de l'avion ou du missile. Eux, ils considèrent que c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut pas, si c'est des questions de sécurité nationale, on peut pas avoir accepté des limites de celui qui fabrique l'outil. C'est un outil. Donnez-nous l'outil. Exactement. Et puis on verra comment on va l'utiliser. Et si on ne l'accepte pas pour Lockheed, pour Raytheon ou d'autres, pourquoi on l'accepterait pour d'autres Donc outils. Ça, c'est exactement, c'est leur argument. Puis après ça, ce que je trouve intéressant sur ce que Frédéric disait aussi, c'est la question on peut placer n'importe qui en avant de l'écran. Ou l'espèce de loyauté. En même temps, c'est pas juste pour ça, c'est une question technique, mais en même temps, sur la question politique, il y a aussi des changements qui ont été apportés par l'administration américaine actuelle qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, mais qui seront potentiellement lourdes de conséquences. Par exemple, ils ont rompu les liens qu'il y avait entre l'enseignement militaire supérieur aux États-Unis et les grandes universités. Notamment Harvard et les autres, où les militaires pouvaient aller suivre des formations, pouvaient avoir participé à des colloques, des choses comme ça. Ils ont empêché leur officier d'aller fréquenter cette université-là parce que contamination woke. Là. Oui. Il y a toutes sortes mais en fait, ça,
c'est un peu ça. Je pense que le risque est beaucoup plus là. C'est-à-dire, on peut placer, on rompt avec des systèmes de des systèmes de formation, d'éducation militaire qui ont cours depuis la professionnalisation. Là, on est en train de changer ça. Et pour avoir des critères de loyauté. Et là, cette technologie-là fait comme accélérer aussi en même temps. Ça permet, ça facilite cette transition-là. Et je pense que c'est là peut-être le risque le plus important. Voilà. Oui, très important. Merci Sylvain. En même temps, c'est un peu de ma faute. Là. J'ai fait bifurquer un petit peu la discussion, Fred, où tu en étais dans ta réflexion? Ah, ben en fait, j'en étais à peu près là où Sylvain s'est arrêté, mais dans le domaine de l'éducation pour montrer un peu ce que ça fait aussi. Fait que, pour rappel, là, un LLM, là, c'est un peu un routeur d'intention. C'est-à-dire, si auparavant, l'utilisateur ou l'utilisatrice avait une intention, elle devait coder l'intention, ce qui implique d'avoir une expertise en langage programmatique ou en logiciel ou peu importe. Maintenant, son expertise, c'est juste le langage naturel. Ce qui fait que le routeur, le LLM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décoder cette intention-là, puis qu'il va activer, ou en tout cas, activer certains paramètres dans le modèle dans le but de rendre un résultat. Mm-hmm. Typiquement, un système agentique, là, ça a un LLM, un orchestrateur, puis une série de sous-agents qui sont plutôt spécialisés. Par exemple, un générateur de texte Word, un vérificateur de résultats pour savoir si le résultat est conforme à ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice a demandé, un réviseur, ce genre de choses-là, puis accès à certains outils, la recherche sur Internet, l'exécution d'un code ou la création d'un code, ce genre de choses-là. Puis autour de ça, dans le modèle, maintenant, ce qu'on développe aussi, c'est des modèles qu'on appelle MOE, donc des Mixture of Experts. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à pas surentraîner, mais à entraîner certaines parties du modèle qui représentent le mieux certaines expertises. Puis ces expertises-là vont être sollicitées quand l'utilisateur ou l'utilisatrice pose une question. Par exemple, je suis un étudiant, j'ai un travail à faire en éthique professionnelle, puis je dis, j'ai besoin d'avoir un éthicien qui va répondre à une question de savoir si je devrais faire rouler le tramway sur une personne ou sur 5 personnes. Par exemple, dans le cas de l'exemple de Philippa Foot. Là, ce qui va se passer, évidemment, c'est que le LLM va prendre ça, puis va pas activer tout le modèle de 700 milliards de paramètres. Il va aller chercher les paramètres qui correspondent à l'expertise, entre guillemets, éthique. Puis les paramètres qui correspondent à l'expertise ou la connaissance Philippa Foot. Puis de là, il va jazzer une espèce de salade de mots qui fait rencontrer les deux éléments. Il va jazzer une espèce de salade de mots. Wow. Quand vous allez sur Claude ou sur ChatGPT puis que vous faites une requête, le système agentique active différents réseaux de paramètres puis les fait travailler ensemble dans le but de générer une réponse qui vous convient le mieux. Fait que ça c'est un système agentique. Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand on l'applique, par exemple, à l'éducation puis à l'intention de nos étudiantes puis nos étudiants? Hein? À quoi bon aller à l'école quand un système intelligent peut faire la job à notre place? Il y a un gars qui a dit que c'était une maudite bonne idée de faire ça, qui s'appelle Advait Paliwal, là, je le prononce mal, c'est sûr, qui a comparé son application à OpenClaw, mais pour les étudiants, puis il a appelé ça Einstein. Fait qu'Einstein, c'est un système d'IA agentique. Donc, vous n'avez pas juste un LLM, vous n'avez pas juste le modèle linguistique. Hein, ça veut dire que vous avez un modèle linguistique que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou auquel vous donnez accès à votre ordinateur, puis qui va pouvoir automatiser l'ensemble des systèmes puis des applications sur votre disque dur pour littéralement automatiser son identité. Ça, ce que ça implique, c'est que si vous mettez dans la main de nos étudiants un système agentique comme Einstein, vous pouvez dire à l'étudiant, j'ai un travail à faire sur Moodle, j'ai des quiz à faire sur Lenov, des choses comme ça. Connecte-toi et fais le devoir à ma place. Puis là, l'ordinateur va se comporter exactement comme si l'étudiant l'utilisait. Fait qu'il va automatiser le contrôle de l'identité. Il va aller voir ce qu'il y a comme matériel dans l'ordinateur pour s'assurer que ENA, par exemple, je sais plus si c'est ENA ou Brio à l'université, là, je sais pas lequel. Les deux. Les deux. Reconnaissent que c'est le bon utilisateur. Il va accéder au bon contenu de cours, il va aller au questionnaire, il va répondre aux questions, il va cocher les cases, etc., etc. Il va rédiger des textes. Il peut tout faire ce que je lui demande de faire dans mon cours. L'étudiant fait exactement comme si vous dites à
Claude, par exemple, génère-moi du code informatique pour une application sur mon téléphone qui va être capable de tracer les meilleurs prix dans les meilleurs restaurants de Québec, par exemple. Vous le laissez aller pendant 1 et demie, puis quand vous revenez, il y a une application un peu boboche qui fonctionne so-so, mais vous avez un prototype, si on veut. Ben, avec Einstein, c'est précisément donc, un étudiant pour arriver, il est inscrit à mon cours, il installe Einstein, puis il dit, je suis un étudiant de tel cours, peux-tu, s'il vous plaît, essayer d'identifier les différentes formations, les différentes évaluations formatives, puis complète-la à ma place. Exact. Puis fais-moi signe si t'es pas capable. Fais-moi signe si t'es pas capable. Puis, fais-moi signe avant de déposer aussi. Fais-moi signe avant de déposer. L'étudiant peut maintenant formater avec des petits fichiers en Markdown super simples ses instructions, puis le modèle va prendre ça en charge. Autrement dit, c'est son identité, si on veut, qui va être automatisée cette fois-là. Fait que si on va encore une couche de plus que juste la génération de texte, là, c'est vraiment l'identification de l'étudiant dans un système informatique d'une institution universitaire. Puis ça, donc, au lieu de consulter ChatGPT, il est en train, disons, de compléter un examen à distance. Ouais. Au lieu il regarde la question du prof, il sait pas quoi répondre, puis là, il s'en va sur ChatGPT, qu'est-ce que je pourrais répondre là? Puis là, il y a une réponse, il fait copier-coller. Là, t'évites tout ça. Là. Tu fais juste dire, tu branches Einstein sur ton évaluation, puis tu dis, fais l'examen, ciao, bye. C'est un peu ça. C'est ça le principe. C'est un système d'IA agentique. Fait que c'est pas juste un système qui génère du contenu. C'est un système qui prend en charge des applications dans le but d'arriver aux fins qui ont été déterminées par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Ça promet. Mais que ça implique plein de choses, mais d'un point de vue de l'enseignement puis de l'évaluation des apprentissages, c'est un peu problématique. C'est problématique, évidemment, parce qu'on vient d'automatiser de quoi, mais c'est ça doucement. C'est un peu problématique. C'est problématique. C'est un peu certain. Pour une autre raison. Tu sais, tantôt, je disais que ces systèmes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils abaissent dramatiquement la barrière épistémique. C'est-à-dire que n'importe qui a pas de culture générale, par exemple, si on imagine un étudiant qui n'existe pas, un étudiant ou une étudiante qui a aucune culture générale, toute son éducation s'est faite sur TikTok, arrive à l'université, ça fonctionnerait pas du tout. Avec un système comme ça, il passerait la barre. Facilement. Ce serait correct. Il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas la culture, aucune connaissance. Il fait juste dire, fais le cours. C'est ça. Puis il pourrait ajuster. Il dit là, j'ai envie d'être vraiment bon. Fait que sur une échelle de 1 à 7, 7 étant A+, je veux avoir un 6. Parce que, je veux pas me faire prendre et être tout le temps super hot, là. Fait que, il pourrait jouer avec le système de cette façon-là. La barrière épistémique, là, dans une évaluation de l'université, c'est précisément ce qu'on contrôle. Quand on a une évaluation à l'université, on dit en gros, est-ce que l'étudiant a dépassé une barrière épistémique? Est-ce qu'il maîtrise l'analyse, la structure du texte, la rédaction du discours, la lecture, la capacité à faire des recherches indépendantes et autonomes? Puis ça, c'est des barrières épistémiques. Là. C'est ça qu'on évalue à chaque fois. Fait que quand on utilise un système diagentique dans une institution universitaire, puis là, je m'excuse, mon jupon va dépasser un peu, là, puis ça va être mon petit bout éditorial, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse la barrière épistémique. Or, c'est précisément cette barrière-là que la plupart de nos évaluations sont faites pour évaluer. Ben oui, c'est ça. Fait que là, on donne la possibilité que toutes ces barrières-là tombent. C'est ça. Fait que là, il faut repenser nos barrières épistémiques. Puis ça, c'est pas une petite affaire dans un contexte où ce qui compte le plus dans une université, c'est la quantité d'inscriptions dans un cours. Fait que c'est sûr que quand moi je pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer mes évaluations écrites, puis que je me fais répondre, tu peux faire des exposés oraux, je capote. Ouais, c'est ça, tu peux faire des exposés oraux. T'as peu, j'en ai 200. J'ai 200 étudiants. Mais puis en fait, l'enjeu, c'est que nos barrières épistémiques ne sont plus les bonnes. Il faut les repenser ou repenser notre rapport à l'intelligence artificielle. Marie-Ève Einstein, l'avez-vous vu venir? Vu venir, oui. Parce que, tu vois, il y a à peu près 1 an, si c'est pas un peu plus, il y avait un prof américain qui avait fait spinner sur LinkedIn une vidéo de lui-même qui utilisait une agentique qu'il avait installée sur son poste, puis il se loguait dans le LMS de l'université. Puis là, on voyait... donc ça, c'était déjà de notre côté, là, du côté de l'équipe. Moi, on savait que c'est ça qui s'en venait. Du côté de la communauté, je pense pas. D'ailleurs, Einstein, j'étais allée lire beaucoup là-dessus. Là, ça a fait je pense, de mémoire, le jeune l'avait programmé pour les sites sur Canva, qui est un LMS largement utilisé là, dans plusieurs universités américaines et canadiennes. Je lisais une chronique d'un auteur qui disait « Ouais, mais pourquoi vous êtes surpris? » On le savait. On le savait que c'est ce qui s'en venait. Après, évidemment, la conclusion, je suis à la même place que toi. C'est un changement de paradigme, en fait. La réponse, c'est pas des meilleurs bloqueurs, c'est pas des réponses technologiques qui vont
qui vont être les bonnes réponses. Après, les réponses de changement de paradigme, c'est beau dire ça, là, mais comment on amène, puis c'est social. Je veux dire, à la limite, ça dépasse même les murs des institutions. Je veux dire, on est dans une société où tout est attaché. On parle d'importance qu'on accorde au produit, à la performance. Je veux dire, c'est intriqué. Le monde du travail est conçu comme ça. Les jeunes sont élevés comme ça, sont éduqués, sont éduqués dans des familles où c'est le propos. Alors là, c'est comme... Oui, t'es en secondaire 5, il faut que tu aies des A+, partout, sinon tu ne seras jamais médecin. Ben, c'est tout sauf simple. Qui décide d'installer Einstein, ça va être plus simple. Exactement. Là, donc, tu te retrouves dans une situation où les étudiants les plus faibles l'utilisent pour survivre, puis les étudiants les plus forts l'utilisent pour se démarquer. Mais tu sais, oui, puis la question... je suis peut-être, puis pas du tout techno-optimiste, mais socio-optimiste. Là, je m'appuie sur mon expérience toute petite du cours que je donne en ce moment. Sur les 94 étudiants, franchement, il y en a 90% qui remettent clairement des travaux authentiques. Puis là, on n'a pas eu le temps de parler de nos réactions à la lecture des textes dans un contexte où on sait qu'il y a des étudiants qui génèrent, mais il y en a quand même. Je veux dire, je le vois, il y a plein de fautes. Ça accroche et c'est parfait, c'est pas lisse. Il y a une pensée à la limite qui se structure au fil du texte que je lis, puis c'est ce que je veux voir finalement. Oui. Mais c'est ça, un oui, étudiant qui est en train d'apprendre, ça ressemble à ça. Ben, c'est ça. Exactement. Puis mais c'est vraiment il y a un paradigme de l'enseignement de l'apprentissage à repenser, mais il y a des structures, les grands groupes et tout ça. Je veux dire, ça pose des questions sur les choix de l'organisation de nos institutions, puis pas juste dans l'enseignement supérieur. Là, la question va se poser au primaire, au secondaire aussi. Là. Ben moi, c'est là où je suis vraiment un peu interrogé. En fait, il y a peut-être une opportunité là-dedans. Tu sais. C'est l'opportunité de repenser le modèle éducatif. Puis de se poser la question, OK, on en veut de l'IA, là, c'est super. Moi, je suis pour l'IA responsable, je suis all-in, pas de souci, mais la question qu'il faut se poser, c'est combien ça coûte? Puis est-ce que nos institutions d'enseignement sont prêtes à payer ce prix-là? Là? Parce que c'est ça l'enjeu. Là. Il n'y a pas d'IA responsable en éducation dans une classe de 200 personnes. Peut-être dans une classe de 8. Peut-être dans une classe de 8. Mais tu sais, ça pose des questions. Puis moi, c'est ça qui me dérange, là, c'est-à-dire que je vois pas cette volonté-là de nos institutions d'enseignement du tout. Là, puis si ça vous intéresse, je vous partagerai un texte d'un professeur de l'Université de Calgary, Soroush Sabagan. Là, j'ai l'impression que je massacre son nom chaque fois que j'en parle. Lui propose quelque chose que je propose beaucoup dans mes formations puis qui interpelle les profs, les chargés de cours à qui je parle. Il dit, il faudrait qu'on arrête de parler toujours de quoi et comment, quels outils on va utiliser puis comment ça fonctionne. Il dit ça, je veux dire, ça, on réglera ça après. C'est pas le nerf de la guerre. Lui, il propose les questions. Bon, pourquoi puis quand? Pourquoi utiliser des systèmes d'IA si et seulement si ça permet de soutenir le développement de vertus épistémiques? Donc, pensée critique, curiosité intellectuelle. Et quand, si et seulement si, ça soutient une approche, lui, il appelle ça une care-based approach. Donc, une approche, moi, je le traduis un peu de la bienveillance, de la relation humaine. Puis, c'est très simple. C'est très simple dit de même. Après, comment on fait ça? Mais je pense que c'est deux radars qui devraient toujours être au cœur de toutes les décisions qu'on prendra. Là, absolument. Je suis vraiment d'accord avec ce prof-là. Oui, je vous partagerai son texte. C'est ma marotte depuis 10 mois. Merci je sais qu'on dépasse le temps, mais il y a d'autres usages à l'IA agentique. J'en parlerai pas aujourd'hui. Mais il y a des gens qui essaient de faire des IA, qui essaient de faire des maths, puis ils réussissent pas trop pire. Ça donne quand même un aperçu de peut-être ce que le futur nous réserve. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Ah, c'est bien ça, un aguiche vers un épisode futur. J'aime ça. OK, merci. Effectivement, on a dépassé le temps. On s'est emballé. Je vous l'avais dit que ça allait être du très lourd aujourd'hui, puis on s'est aventuré dans toutes sortes de zones. Mais ce sera tout pour ce 129e épisode d'IA Café. Merci à tout le monde, passionné d'intelligence artificielle. Toi
qui nous accompagne à chaque épisode pendant 1h30, même lorsque on s'aventure dans toutes ces zones arides et épistémiques. Merci à mes fidèles collaborateurs, Marie-Ève Vachon-Savary. Merci, Marie-Ève. Et merci à vous trois. Toujours aussi agréable. Et Sylvain Munger était là aussi. Merci, Sylvain. Merci à vous tous. C'était intéressant et c'était difficile aussi c'est quand même beaucoup d'énergie aujourd'hui pour écouter tout le monde. C'était très technique, je trouve, aujourd'hui. Oui, ben c'est ça aussi le défi qu'on se donne. Là, c'est nous, on n'a pas de limite. Là. Fait que, on va essayer, quand Fred part, quand Sylvain part, quand Marie-Ève part, j'essaie de suivre. Je me dis, si je suis capable de suivre assez, ben, nos auditeurs aussi. Puis effectivement, des fois, on s'éloigne un petit peu de notre champ d'expertise, puis c'est difficile, mais c'est dans ces zones-là, il me semble qu'on apprend bien plus dans ces zones-là que quand on regarde ce qui traîne ad nauseam sur Internet, puis qui nous répète tout le temps les mêmes choses. Puis et à ma défense, là, excuse-moi, mais à ma défense, j'ai quand même fait un avertissement avant d'en parler. Oui, c'est ça. Prenez un break, on avertit, puis après ça, on peut faire n'importe quoi. C'est juste d'avertir. Ouais, pour toutes les autres, no pain, no gain. No pain, no gain. Merci, Frédéric Plamondon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.